On va passer au dossier numéro 2. Donc, il s'agit d'une jeune patiente de 32 ans qui vous consulte pour une éruption cutanée au niveau du visage. Elle se plaint également d'une grande fatigue, d'une perte de poids et de douleurs articulaires au niveau des doigts et poignets. Cette jeune patiente a accouché 4 mois plus tôt d'une petite fille qui est en bonne santé. Elle ne présente aucun antécédent particulier et fume 15 cigarettes par jour. Dans ses antécédents, vous notez une hypertension artérielle chez son père et une hyperthyroïdie chez sa sœur. À l'examen clinique, vous constatez une température à 38,2, une pression artérielle à 135,65, un souffle mitral systolique, l'auscultation pulmonaire est normale, l'abdomen est souple, mais vous retrouvez une splénomégalie à 1 travers de doigt. Et à l'examen rhumatologique, une douleur à la mobilisation des interphalangiennes proximales et des poignets, sans signe inflammatoire ni déformation. Et voici la photo de la patiente. Donc, pour la question numéro 1, vous devez décrire la photographie. Donc, quel est le diagnostic que vous suspectez et quels sont vos arguments? Comment pouvez-vous prouver votre diagnostic? Biologiquement, vous retrouvez donc au ionogramme sanguin un sodium à 135, un potassium à 4,2, une réserve à 22, des protides à 62, une urée à 15 et une créatinine à 250 micromoles. La CRP est à 2, les leucocytes à 10 500, les neutrophiles à 9 500, les lymphocytes à 850, les plaquettes à 96 000 et l'hémoglobine à 10 grammes. À la bandelette urinaire, vous retrouvez une protéinurie à 3 croix, une hématurie à 3 croix, sans nitrite ni leucocytes. Le TP est à 76% et le TCA ratio à 1,6. Quel diagnostic hématologique suspectez-vous? Quelle est votre hypothèse pour expliquer l'élévation de la créatinine chez cette patiente? Quels sont vos examens complémentaires? Vous devez maintenant interpréter cette iconographie. Quel est le traitement de cette maladie? On va donc passer au dossier numéro 2. Donc, il s'agit d'une jeune patiente qui vous consulte pour une éruption cutanée 4 mois après son accouchement. Donc, on vous montrait la photographie. Vous voyez sur cette photographie, au niveau du nez et des pommettes, une éruption cutanée. Cette éruption cutanée est maculopapuleuse et elle forme une aile de papillon. Il s'agit donc d'un vespertilio. Donc le vespertilio, ça veut dire le masque de loup. Donc il s'agit d'un érythème malaire maculopapuleux en aile de papillon. Donc quel diagnostic vous devez suspecter devant cela? Vous suspectez un lupus érythémateux disséminé. Donc disséminé puisque vous aviez plusieurs atteintes, avec à la fois une atteinte cutanée et articulaire. Les arguments, c'est comme tout à l'heure. D'abord le terrain, il s'agit d'une femme jeune, donc l'âge est compatible, qui se trouve en postpartum 4 mois après un accouchement. Vous aviez dans les antécédents familiaux un antécédent d'hyperthyroïdie chez la sœur qui pouvait évoquer une maladie de base d'eau et donc une maladie auto-immune. Ensuite, vous aviez des signes généraux. Donc ces signes généraux, c'était l'altération de l'état général et la fièvre. Des signes fonctionnels avec des arthralgies qui sont bilatérales et symétriques et plutôt distales puisqu'elles touchaient les IPP et les poignets. Et enfin, vous aviez des signes physiques. Vous retrouviez les arthralgies. Il y avait également le vespertilio qui était pris en photo, un souffle systolique mitral qui peut correspondre à une endocardite de Liebman-Sachs et enfin une splénomégalie. Donc comment vous pouvez prouver le diagnostic de lupus érythémateux disséminé? Donc ce qui est très important, c'est que c'est un diagnostic clinico-biologique. Quand vous avez une question dans laquelle on vous demande comment vous pouvez prouver un diagnostic, il faut dire quels sont les critères. Est-ce que c'est clinique? Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est un examen d'imagerie, un examen d'anapathe, une recherche génétique? Donc là, c'était un diagnostic clinico-biologique. Et pour ça, vous aviez 11 critères qui sont les critères de l'ARA. Et si vous avez au moins 4 critères parmi ces 11, vous faites le diagnostic. Donc ces critères, ils sont d'abord cutanéo-muqueux avec le vespertilio, le lupus discoïde, la photosensibilité et les ulcérations muqueuses. Ensuite, vous aviez des arguments
rhumatologique avec une polyarthrite non érosive, une atteinte décéreuse avec soit une pleurésie, soit une péricardite, une atteinte neurologique, une néphropathie lupique, une atteinte hématologique avec soit une anémie hémolytique, soit une leucopénie, une lymphopénie ou une thrombopénie. Et enfin, dans les arguments immunologiques, vous aviez la présence d'anti-DNA ou d'anticorps anti-SM ou d'anticorps anti-phospholipides. Et enfin, la présence de facteurs antinucléaires. Là, on vous donnait donc les résultats des examens complémentaires et vous notiez plusieurs anomalies. D'abord, il y avait donc une hyperleucocytose apolynucléaire neutrophile, une lymphopénie puisque les lymphocytes sont inférieurs à 1500, une thrombopénie puisque les plaquettes sont inférieures à 150 000 et une anémie. Et enfin, la dernière chose qu'il ne fallait pas oublier, c'était l'allongement du TCA. Donc, une fois que vous avez repéré toutes ces anomalies, vous pouvez suspecter plusieurs diagnostics hématologiques. D'abord, pour expliquer l'anémie et la thrombopénie dans le contexte de lupus, vous pouviez évoquer un syndrome d'Evans. Qu'est-ce que c'est le syndrome d'Evans? Il s'agit d'une anémie hémolytique auto-immune associée à un PTI, un purpura thrombopénique immunologique. Quels sont les arguments? C'est d'abord l'existence d'un lupus et ensuite c'est la splénomégalie. Par ailleurs, vous pouviez évoquer devant le contexte anémie, thrombopénie, lupus et insuffisance rénale, une microangiopathie thrombotique. Donc la définition de la microangiopathie thrombotique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une anémie hémolytique d'origine mécanique qui va se traduire par la présence de schizocytes sur le frottis sanguin, une thrombopénie périphérique de consommation, et enfin une défaillance d'organes. Cette défaillance viscérale, ça peut être soit le rein, soit une défaillance neurologique, etc. Et le lupus est une grande cause de microangiopathie thrombotique. Ensuite, vous pouviez évoquer une troisième chose, il s'agit d'un syndrome des antiphospholipides secondaire, et le mot secondaire est important puisque c'est secondaire au lupus. Pourquoi? Puisque vous aviez un TCA spontanément allongé dans le cadre d'un lupus. Donc, quelles sont vos hypothèses pour expliquer l'élévation de la créatinine? Donc là, je vais faire une aparté sur les causes de néphropathie au cours du lupus. Au cours du lupus, vous pouvez avoir plusieurs atteintes. D'abord, des atteintes glomérulaires. Donc, les néphropathies glomérulaires au cours du lupus, il y en a 5 classes. Donc, ce ne sont pas des stades, ce sont bien des classes, puisque une patiente peut avoir 2 classes et il n'y a pas d'évolution du 1 vers le 5. On peut d'emblée avoir une classe 3, ensuite avoir une classe 4, mais aussi développer une classe 5. Donc, la classe 5, c'est la GEM, donc la glomérulonéphrite extramembraneuse. Les classes 3 et 4 correspondent aux néphropathies glomérulaires prolifératives. Donc, dans le cadre de la classe 3, la prolifération est surtout endocapillaire au niveau du mésangium. Et il peut y avoir une prolifération extracapillaire, mais qui n'inclut que moins de 50% des glomérules. Et au cours de la classe 4, il s'agit d'une prolifération extracapillaire qui touche plus de 50% des glomérules. Dans la classe 2, il s'agit d'une prolifération mésangiale. Et la classe 1, ce sont des lésions minimes. Et enfin, on peut ajouter une classe 6 qui correspond à la fibrose. Donc,
pour regarder donc le type de prolifération, donc si on dessine un glomérule avec donc ici l'artériole afférente, l'artériole efférente, le tube contourné proximal, avec ici le flocculus. Donc si on fait une coupe plus détaillée à ce niveau-là, donc vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc si on dessine donc les cellules endothéliales avec les capillaires fenêtrés, la membrane basale glomérulaire et enfin les pédicelles des podocytes, avec donc ici la chambre urinaire, ici le pôle vasculaire et ici la membrane basale glomérulaire. Donc vous pouvez avoir plusieurs choses. Soit c'est une classe 5, c'est une GEM, une glomérulonéphrite extramembraneuse, et donc vous allez avoir des dépôts que je dessine en rouge ici sur le versant urinaire de la membrane basale glomérulaire, donc le versant externe. Et vous pourrez également avoir une prolifération. Cette prolifération, elle va se faire dans la chambre urinaire, et dans ce cas-là, ce sont les podocytes qui prolifèrent. Et quand les podocytes prolifèrent, donc ils vont donner des croissants. Donc vous allez avoir des croissants cellulaires qui vont combler la chambre urinaire. Donc ça, c'est la prolifération extracapillaire. Ici. Et ensuite, vous pourrez avoir une prolifération à l'intérieur du flocculus. Donc il s'agit des cellules mésangiales qui se trouvent entre les cellules endothéliales. Et donc ça sera une prolifération ici. Et donc ça, c'est une prolifération endocapillaire et ça correspond à la classe 3. Ensuite, au cours du lupus, vous pouvez avoir des atteintes qui ne sont pas glomérulaires et vous pouvez avoir une microangiopathie thrombotique dont on a parlé tout à l'heure. Et vous pouvez avoir également des atteintes au niveau des tubes avec des dilatations des tubes. Donc, retenez pour le lupus et rein. Donc, vous pouvez avoir soit des atteintes glomérulaires avec les 5 classes, et j'insiste sur le mot classe et pas stade. Donc des néphropathies glomérulaires, donc avec les stades 1 à 5 voire 6. Ensuite, vous pouvez avoir des microangiopathies thrombotiques. Donc ça correspond à une obstruction des petits capillaires glomérulaires. Et enfin, vous pouvez avoir des atteintes tubulaires. Et donc, quand vous faites normalement un examen d'anapathe, donc entre les glomérules, vous avez des tubes qui sont comme ça. La lumière est très petite. Donc, si on dessine les tubes comme ça, et en cas de lupus, vous aurez des tubes qui vont être très dilatés, avec une chambre urinaire qui va être très augmentée de volume ici. Donc, chez cette patiente, les hypothèses pour expliquer l'insuffisance rénale. Donc, vous deviez d'abord dire qu'il s'agissait d'une insuffisance rénale aiguë. Pourquoi une insuffisance rénale aiguë? Parce que vous aviez une grossesse non pathologique dans les 4 mois qui précèdent, donc on a forcément fait un dosage de créatinine à cette patiente auparavant. La première cause à évoquer, c'est un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive. Pourquoi un syndrome de GNRP? D'abord parce que vous aviez une insuffisance rénale aiguë rapidement progressive, puisque la patiente a déjà 250 micromoles de créate, alors que sa grossesse était normale 4 mois auparavant. Vous aviez des arguments pour un syndrome glomérulaire, avec à la bandelette urinaire une hématurie et une protéinurie de fort débit, et c'est l'hématurie qui vous oriente vers une cause proliférative. Donc, ceci dans le cadre d'une glomérulonéphrite lupique, soit classe 3, avec une prolifération endocapillaire plus ou moins extracapillaire, soit une classe 4 avec une prolifération extracapillaire. Et enfin, donc, le contexte de lupus et le facteur favorisant qui est le postpartum. Par ailleurs, on l'a dit, on pouvait également évoquer une microangiopathie thrombotique, puisque vous aviez un lupus qui est une cause fréquente, une insuffisance rénale aiguë à laquelle s'associait à la fois une anémie et une thrombopénie. Les examens complémentaires qu'il fallait les réaliser.
Donc là, il faut réfléchir sur plusieurs choses. Dans l'énoncé, vous aviez de la fièvre. La température était à plus de 38,5. Donc il faut faire des hémocultures. Si vous ne faites pas d'hémoculture à un patient qui a de la fièvre, vous avez 0 à l'internat. Et même, c'est important de le faire dans la vie. Ensuite, vous aviez une jeune femme en postpartum, certes, mais à 4 mois de grossesse. Donc vous devez faire des bêta-HCG pour rechercher une nouvelle grossesse. Ensuite, il faut faire le diagnostic de lupus. Donc pour faire le diagnostic de lupus, vous devez demander des examens immunologiques. Donc ces examens immunologiques, c'est un dosage des facteurs antinucléaires et un dosage du complément, le C3, le C4 et le CH50. Et il faut rechercher des anti-DNA natifs. Ensuite, vous deviez rechercher le syndrome des antiphospholipides puisque vous aviez un TCA allongé. Donc pour cela, vous demandez les anticorps antiphospholipides, cardiolipides et bêta-2-GP1. Ensuite, pour le diagnostic des anomalies hématologiques, il fallait donc rechercher une hémolyse. Donc pour rechercher l'hémolyse, vous demandez une haptoglobine et des LDH. Vous allez rechercher des schizocytes sur le frottis sanguin qui seraient des arguments pour une microangiopathie thrombotique. Et vous allez rechercher la cause de cette anémie qui est probablement hémolytique en demandant un test de Coombs. Pour la thrombopénie, le test de Dixon, le Coombs plaquettaire, ne sert pas puisque dans 50% des cas, il y a des faux positifs et dans 50% des cas, il y a des faux négatifs. Enfin, il ne fallait pas oublier l'insuffisance rénale, puisque c'est un dossier de néphrologie. Donc, pour l'insuffisance rénale, la première chose, c'est une insuffisance rénale aiguë. Donc, en numéro 1, pour une insuffisance rénale aiguë, vous devez éliminer une insuffisance rénale obstructive. Donc, pour cela, vous demandez une échographie rénale et des voies urinaires, et vous recherchez une dilatation des cavités piélo-caliciales, et vous recherchez un globe vésical à l'examen. Ensuite, il faut rechercher une insuffisance rénale organique. Et là, vous suspectez une origine glomérulaire devant la protéinurie et l'hématurie. Donc, vous allez demander un ionogramme, une urée et une créatinine urinaire, une protéinurie des 24 heures pour quantifier son débit exact, une électrophorèse des protides urinaires qui va vous montrer s'il s'agit d'albumine, de protéines glomérulaires ou de protéines tubulaires, et enfin un ECBU pour quantifier l'hématurie et s'assurer qu'il n'y ait pas de leucocyturie ni d'infection urinaire. Et enfin, vous devez faire le diagnostic positif de la glomérulonéphrite lupique que vous suspectez. Et donc, pour cela, vous demandez une biopsie rénale. Cette biopsie rénale, vous allez devoir la faire par voie transjugulaire. Pourquoi par voie transjugulaire? Parce que vous aviez donc à la fois une thrombopénie et un TCA allongé qui contre-indiquent une biopsie par voie percutanée. Le mot-clé ici, c'est anatomopathologie. C'est un examen anapath de la biopsie rénale avec à la fois une microscopie optique et une immunofluorescence. Je vais juste revenir sur l'insuffisance rénale aiguë. Donc, chez cette patiente qui présentait une insuffisance rénale aiguë, la réflexion, c'est d'abord, est-ce que c'est une insuffisance rénale obstructive? Donc pour cela, vous recherchez un globe et vous faites une échographie rénale. Si l'insuffisance rénale aiguë est obstructive, vous devez dériver les urines en urgence. Si elle n'est pas obstructive, la deuxième question, c'est est-ce que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle? Donc, si cette insuffisance rénale est fonctionnelle, vous allez avoir plusieurs choses. Donc, sur le ionogramme urinaire, la créate urinaire et l'urée urinaire. Donc, je vous rappelle que pour une insuffisance rénale fonctionnelle, vous avez un rapport Na sur K inférieur à 1, un rapport urée urinaire surplasmatique supérieur à 10, puisque le patient va concentrer ses urines, un rapport créate urinaire surplasmatique supérieur à 40, et enfin un rapport urée sur créate plasmatique supérieur à 100. Donc si vous avez tous ces éléments, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle.
Ensuite, si c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, bah, vous devez traiter la cause. Et enfin, si ce n'est pas une insuffisance rénale fonctionnelle, c'est donc une insuffisance rénale organique. Donc, pour l'insuffisance rénale organique, vous devez réfléchir à la structure d'un néphron. Un néphron, c'est constitué de plusieurs éléments. D'abord des vaisseaux, ensuite des glomérules, des tubes et entre les tubes un interstitium. Donc vous pensez aux structures du néphron. Donc d'abord, est-ce que c'est une cause vasculaire? Donc ici, vous aviez la microangiopathie thrombotique qui était une cause vasculaire. Ensuite, en 2, est-ce que c'est une cause glomérulaire? Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'une atteinte tubulaire? Et enfin, est-ce qu'il s'agit d'une atteinte interstitielle? Donc, chez cette patiente, vous aviez plusieurs choses. Vous aviez des arguments pour une cause vasculaire avec une microangiopathie thrombotique, des arguments pour une cause glomérulaire puisqu'il y avait à la fois une protéinurie et une hématurie de fort débit, avec une insuffisance rénale rapidement progressive. Et en revanche, il y avait peu d'arguments pour une néphropathie soit interstitielle, soit tubulaire. Donc, on va passer à la question numéro 7. Donc, sur cette iconographie, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une biopsie rénale. Cette biopsie rénale est analysée en microscopie optique. Donc, sur cette biopsie, vous voyez plusieurs éléments. Donc, en rouge, vous voyez les glomérules avec ici le pôle vasculaire. Ensuite, vous aviez autour des glomérules des tubes que je dessine en bleu ici. Et entre les tubes, vous aviez un interstitium. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette biopsie? Au niveau des glomérules, vous voyez que ces glomérules ne sont pas du tout normaux. Un glomérule normal, si on le dessine ici, donc vous avez le flocculus comme ça, avec les cellules endothéliales, entre les cellules endothéliales, les cellules mésangiales, et la chambre urinaire est complètement libre normalement, il n'y a pas du tout de cellules qui viennent combler la chambre urinaire. Ici, vous voyez que vous avez des cellules qui viennent combler la chambre urinaire et qui forment des croissants, qu'on voit très bien ici. Donc les cellules qui prolifèrent, donc si on dessinait ici, ça ferait comme ça. Les cellules qui prolifèrent, ce sont les podocytes, les cellules épithéliales qui viennent former des croissants. Donc il s'agit bien d'une néphropathie glomérulaire proliférative avec une prolifération extracapillaire, avec des croissants cellulaires qui viennent combler la chambre urinaire. Ce que vous voyez également, c'est que vous avez ici, si on suit la membrane, la capsule de Bowman, qui est ici, vous voyez qu'à ces deux niveaux, la capsule de Bowman est rompue. Ça témoigne d'une nécrose du glomérule et c'est un signe de mauvais pronostic. Donc, pour la correction, il s'agit d'un examen anatomopathologique. Donc, comme tout à l'heure, vous devez préciser de quel type d'examen il s'agit. D'une biopsie rénale. Cette biopsie rénale est analysée en microscopie optique et vous voyez une prolifération extracapillaire puisque c'était une prolifération à l'extérieur du flocculus dans la chambre urinaire, faite de croissants cellulaires. Vous aviez également des signes de nécrose avec une rupture de la capsule de Bowman. Il s'agit donc d'une glomérulonéphrite lupique proliférative et cette glomérulonéphrite vous correspond soit à une classe 3, soit à une classe 4. Là, vous n'aviez que 2 glomérules, donc il est difficile de préciser s'il s'agit d'une classe 3 ou d'une classe 4. S'il y a moins de 50% des glomérules touchés, il s'agira d'une classe 3. Si c'est plus de 50%, il s'agira d'une classe 4.
Donc on revoit ici la biopsie, les flèches bleues qui montrent une rupture de la capsule de Bowman, les flèches jaunes pardon, qui montrent une rupture de la capsule de Bowman et les flèches bleues qui montrent la prolifération en croissant. Donc quel est le traitement de cette néphropathie? Donc pour la question de traitement, il y a plusieurs éléments auxquels il faut répondre. En 1, est-ce que c'est une urgence? Oui ou non? Donc là, ici, oui, c'est une urgence. En 2, est-ce qu'il faut hospitaliser votre patient? Et si vous devez l'hospitaliser, il faut préciser où. Ensuite, une fois que vous avez hospitalisé votre malade, vous devez répondre à plusieurs choses. Votre traitement, il va être d'abord étiologique. Ensuite, il va être symptomatique. Ensuite, préventif. Donc, la prévention, c'est la complication des complications à la fois de la maladie, mais aussi les complications du traitement. Ensuite, vous devez ne pas oublier, en numéro 4, la surveillance. Si vous avez un traitement étiologique à faire, et en particulier dans un cancer, vous devez préciser s'il s'agit d'un traitement curatif ou d'un traitement palliatif. Donc, chez cette patiente, donc oui, il faut l'hospitaliser et c'est une urgence thérapeutique. Donc c'est une hospitalisation en urgence et vous allez l'hospitaliser dans un service de néphrologie. Ensuite, pour le traitement étiologique, donc le traitement étiologique des lupus graves, donc que ce soit une néphropathie lupique proliférative, une péricardite, les atteintes graves, c'est un traitement par immunosuppresseur. Pour cela, on fait une bithérapie qui associe de l'endoxan, c'est-à-dire du cyclophosphamide en intraveineux, et également une corticothérapie à forte dose par voie générale. Bien sûr, cette patiente est fébrile, donc il faudra absolument éliminer une infection avant de débuter ce traitement immunosuppresseur. Et vous devez d'éliminer une grossesse, donc vous demandez des bêta-HCG avant de débuter ce traitement et vous prévenez la patiente qu'il y a des risques tératogènes. Et ensuite, vous devez associer le traitement du lupus, qui est un antipaludéen de synthèse, c'est le plaquenil. Donc en urgence, endoxan et corticoïdes. Ensuite, vous devez faire un traitement symptomatique. Donc la patiente est douloureuse, elle a des arthralgies, donc vous lui donnez un traitement antalgique. Ce traitement antalgique va être adapté à la fois à la fonction rénale, donc vous adaptez les doses, et à l'EVA. Et surtout, les INS sont contre-indiqués, c'est très important, puisqu'il y a une insuffisance rénale. Ensuite, pour le traitement symptomatique, on n'oublie pas la néphroprotection, encore une fois, chez cette patiente qui présente une insuffisance rénale. Et donc, vous devrez débuter un traitement pour diminuer la protéinurie qui était de fort débit. Donc, ce traitement, c'est un IEC que vous allez augmenter jusqu'à la dose maximale tolérée. Ensuite, il faudra lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. La patiente était tabagique, donc il faut absolument y penser au sevrage tabagique. Dès que vous avez du tabac dans l'énoncé, ça veut dire qu'il faudra l'arrêter dans la correction. Ensuite, bien sûr, vous contre-indiquez les médicaments néphrotoxiques. Et enfin, donc, pour le traitement préventif, donc le traitement préventif, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord éviter les facteurs déclenchants des poussées. Et là, le mot-clé pour un lupus, dans tous les dossiers de lupus, vous devez mettre ce mot-clé, c'est la photoprotection. Si vous ne le mettez pas, vous avez 0 au dossier. Et vous n'oubliez pas également la contraception efficace, puisque la grossesse est un facteur déclenchant des poussées. On l'a vu chez cette patiente qui a développé un lupus en postpartum. Il faudra éviter l'automédication, puisqu'il y a certains médicaments qui déclenchent des lupus induits. Ensuite,
Toujours pour le traitement préventif, vous devez éviter les complications thromboemboliques chez cette jeune femme qui est en postpartum. Donc vous faites une anticoagulation préventive et il y avait une insuffisance rénale, donc vous lui donnez une héparine non fractionnée et vous lui donnez également des bas de contention. Ensuite, vous devez prévenir les effets secondaires de la corticothérapie, donc le diabète, l'ostéoporose, la rétention hydrosodée, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie. Donc ça, vous connaissez très bien la prise en charge de la corticothérapie. Et vous n'oubliez pas le risque infectieux, ça c'est très important, sous endoxant et corticoïdes. Et la maladie que les patients risquent, c'est la pneumocystose. Il n'y a pas de consensus pour la prévention de la prophylaxie de la pneumocystose au cours du traitement du lupus, mais il est fortement recommandé de mettre du Bactrim à ces patientes, si elles le tolèrent. Enfin, donc, vous n'oubliez pas d'éduquer la patiente, puisqu'il s'agit d'une maladie chronique, de faire un soutien psychologique, de la prendre en charge à 100% et de surveiller à la fois l'efficacité et la tolérance du traitement et les complications de la maladie. Donc, les points importants sur ce dossier, donc d'abord les réflexes. Donc c'est une femme jeune. Donc une femme jeune, il faut que vous fassiez des bêta-HCG et que vous lui donniez une contraception efficace. Ça, c'est un réflexe que vous devez avoir le jour de l'internat sur votre brouillon. Vous voyez femme jeune, vous notez bêta-HCG contraception et ça devra forcément apparaître sur votre dossier. Ensuite, cette femme fume. Donc s'il y a des cigarettes dans l'énoncé, c'est qu'ensuite il faudra les arrêter. Donc là, c'est pareil, sur votre brouillon à l'internat, vous notez arrêt du tabac. Enfin, le dernier réflexe, la patiente avait de la fièvre. Donc sur votre brouillon, vous notez qu'elle a de la fièvre et que donc il faut faire des hémocultures avant toute antibiothérapie. Et bien sûr, les autres examens bactériologiques comme le CBU. Donc l'EPAMI 0 ici, c'était donc ne pas faire d'échographie rénale chez cette patiente qui avait une insuffisance rénale aiguë pour rechercher une insuffisance rénale aiguë obstructive. Les bêta-HCG, la contraception et les hémocultures. Les zéros également si vous aviez fait une PBR par voie percutanée, puisqu'il y avait une thrombopénie et un enlèvement du TCA, si vous n'aviez pas fait de biopsie rénale, et enfin si vous aviez oublié le traitement immunosuppresseur et la photoprotection.